Merci à tous les trois pour vos interventions. Moi, je me pose une question par rapport à la dernière intervention, mais qui fait un lien aussi avec la première. Vous avez évoqué le fait que dans la première équipe, géographie et SVT a réfléchi ensemble, en fait. Et dans la deuxième, sur la question de la transversalité d'une éducation à la durabilité. Et en fait, vient se poser pour moi, en tant que... Moi, je suis prof d'histoire géo, initialement, la question du vocabulaire, ou du notionnel, en fait. Parce qu'en fait, et je parle sous couvert de Madame Jalabert, qui est ici IPR d'Histoire Géo, en fait, les grandes orientations en fait, des programmes mobilisent du vocabulaire particulier. Je pense au programme de seconde actuellement en géographie qui tourne autour de la transition, alors que le programme précédent, c'était du développement au développement durable, par exemple. Et à travers tous ces éléments, si on veut mettre en place effectivement une éducation transversale, une didactique de la durabilité, il faudrait que le vocabulaire soit précis et commun à tous. Et j'aimerais savoir justement comment, de votre côté, en tant que chercheur, vous interrogez en fait sur cette idée-là, ou si c'est un sujet en lui-même, ou si ça n'en est pas un, parce qu'en fait, on peut très bien utiliser différents vocabulaires à partir du moment où le sujet est le même. Si, merci pour cette question qui est tout à fait pertinente. C'est une question qu'on s'est posée, nous, au premier programme ANR que je citais tout à l'heure, puisqu'on avait des disciplines différentes qui venaient de dialoguer. Une première conception de l'interdisciplinarité, c'est d'essayer justement de se construire une grammaire commune et une terminologie commune. On a essayé pendant 1 an et demi et là on s'est dit non, on a un programme de 3 ans, si on passe nos 3 ans à se mettre d'accord sur les termes, c'est pas la peine. Voilà. Et donc il y a une autre forme, et ça c'est documenté par les épistémologues, il y a une autre forme d'interdisciplinarité, c'est l'idée de faire converger des disciplines, les mettre en interaction, de construire des savoirs nouveaux ensemble, tout en gardant ses propres méthodes et ses propres concepts et notions, et ce, au moyen d'objets intermédiaires qui permettent de le faire. Il faut un objet commun. Et l'objet commun, ça peut être, par exemple, une vallée des Pyrénées, ça peut être une forêt, ça peut être... là, on a travaillé, là, c'est dans un groupement scientifique sur les terrasses péri-méditerranéennes, les cultures en terrasse. C'est un objet commun sur lequel on peut croiser les disciplines et construire ensemble. Y compris, parce que moi je suis pour la transdisciplinarité, c'est-à-dire en intégrant les acteurs sociaux qui sont présents, et donc les savoirs locaux présents. Parce que les acteurs, par exemple, si je prends l'idée de terrasse, les agronomes savent des choses, les écologues savent des choses, mais les paysans qui les ont fait savent des choses aussi. Je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est l'idée d'objet intermédiaire. Et peut-être juste un mot du point de vue de la formation. Avec ma collègue de Géo, en formation avec les PE, je ne sais pas si on entend. Moi, je ne m'entends pas. OK. Justement, on a interrogé les étudiants sur environnement. Où est-ce qu'on le retrouve dans le curriculum prescrit, dans le programme? Est-ce qu'on le retrouve pour un peu interroger leur propre conscience disciplinaire. Donc, en fait, pour répondre un peu aussi à cette question, ça peut devenir, la question du vocabulaire dont vous parlez, ça peut devenir un objet de réflexion, il me semble. Alors bon, après, il faut trouver des espaces dans la formation, toujours la même question, mais en tout cas, ça peut devenir un objet, y compris, est-ce que c'est un concept partagé, est-ce que c'est un concept nomade, est-ce que, des choses comme ça, et pour voir quelle définition en donne telle ou telle discipline, et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la construction disciplinaire aussi. Donc c'est un peu plus épistémo des disciplines, mais je pense qu'on peut l'aborder assez simplement, en tout cas le mettre en question avec les étudiants qui sont en train de découvrir leur outil pour la vie, qui sont les programmes, et la lecture des programmes qu'ils peuvent en faire pour ensuite le mettre en situation d'enseignement-apprentissage. Je ne sais pas si je réponds, mais c'était aussi une autre... Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens d'ajouter, Raphaël. Et pour illustrer, par exemple, entre histoire géo et SVT, il y a l'idée de paysage, l'idée de risque, mais on ne met pas la même chose derrière ces mots. L'idée de milieu. Ouais. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. J'interviens pour renforcer surtout la dernière communication, parce que c'est la communication qui me rassure le plus. Parce que lors des rencontres d'intellectuels, on est souvent dans la déconstruction à tel point qu'on risque
en tout cas de penser qu'on peut perdre notre métier. Mais c'est l'intervention, la dernière communication, en tout cas, me rassure à tout point de vue. Et ce que je retiens aussi, qui est important et qui colle avec, en tout cas, l'orientation du système éducatif sénégalais en ce qui concerne l'approche par les compétences, parce que nous, au Sénégal, on se dit que la compétence, en tout cas, doit être un savoir agir réfléchi, fondé sur la mobilisation de ressources afin de résoudre des situations problèmes. Et les problèmes peuvent être d'ordre environnemental ou bien économique ou bien social. Donc voilà la conception que nous avons donc de la compétence. Et je retiens dans votre communication deux aspects importants. D'abord, enseigner des connaissances académiques. Donc ça fait partie de notre raison d'être, ça fait partie de notre métier. Enseigner aussi des pratiques sociales. Parce que aussi, nous voulons aussi avoir en tout cas des acteurs qui participent activement donc, au développement de leur société et sans compromettre aussi l'avenir. Là aussi, en tout cas, ces deux aspects-là, enseigner des connaissances académiques, enseigner des pratiques, permettent en tout cas de développer des compétences chez les apprenants. Et ça aussi, c'est très clair. Et véritablement, ça permet de favoriser aussi ce qu'on appelle la pensée critique aussi. Ça permet aussi de favoriser l'engagement. Parce que si on n'a pas de compétences aussi, on ne peut pas s'engager parce que sinon on risque de, n'est-ce pas, de se perdre. Et là aussi, c'est important d'avoir des compétences qu'il faut mettre au service. Et là, ça favorise ce qu'on appelle donc l'engagement aussi civique. Ça permet aussi d'assumer aussi des responsabilités aussi dans la société. Donc, si on a des compétences, donc il faut qu'on s'inscrive dans ce modèle-là solutionniste, apporter des solutions donc à des problèmes. Ce paradigme donc peut nous permettre donc véritablement en tant que, en tout cas, technicien de l'éducation, d'avoir un cheminement didactique en tout cas très efficace. C'est-à-dire amener les apprenants toujours donc, à identifier les problèmes, les analyser, ensuite de trouver des stratégies de solutions. Analyser aussi les stratégies pour trouver aussi la stratégie la plus efficace et aussi mettre ça en œuvre et terminer toujours par la formalisation. La formalisation, c'est l'institutionnalisation du savoir. La formalisation donc, du savoir. Et là aussi, ça va déboucher sur ce qu'on appelle donc, le transfert des acquis. Et ça permettra aussi aux acteurs d'être performants partout où ils vont se trouver. Donc, nous sommes vivement aussi pour une école donc logique. Véritablement, donc, je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation. En tout cas, c'est une communication qui me rassure, qui montre que véritablement ces deux aspects-là doivent être toujours pris en charge pour éviter d'avoir plus tard ce qu'on appelle des analphabètes fonctionnels, mais d'avoir aussi des citoyens compétents, mais qui vont participer donc activement donc, au développement de leur pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. J'aurais une question et des réflexions autour de la question du temps, puisqu'on a eu deux arpenteurs du temps, hein, et ensuite une autre réflexion. Et je voudrais vous lire d'abord très brièvement une courte citation, je vous dirai de qui après. Éduquer devient infiniment plus difficile dans un monde qui, selon la formule de Milan Kundera, s'avance dans le vide. À bien des égards, même l'acte éducatif change de sens, alors qu'il se nourrissait traditionnellement d'un passé qu'il s'agissait de prolonger. Il doit aujourd'hui s'inspirer d'un futur que nous ne sommes pas capables d'anticiper. Et ça, évidemment, ça interroge aussi l'identité professionnelle des enseignants. Cette citation est d'un illustre prédécesseur de Pierre Charéron, Philippe Mérieux, en 2009. Hein, quels enfants allons-nous laisser à ce monde? Et c'est autour de ça que j'ai envie de vous poser à tous trois une question sur la manière dont on va pouvoir avancer dans ce domaine sans se couper de la mission toutefois traditionnelle de l'école. Hein. On a un héritage, nous en sommes dépositaires et nous sommes beaucoup à y tenir. Et donc, certes, l'école comme levier de transformation, mais comment peut-elle rester aussi un lieu de transmission d'un patrimoine? Alors moi, c'est en lettres, mais je pense qu'on va faire face à de très fortes résistances si on prône un modèle uniquement d'anticipation du futur. Je crois qu'on aurait intérêt à regarder ce qui, dans chaque discipline, va pouvoir être repris au service de ce nouveau projet.
Bah, je veux bien commencer, mais je crois que mes deux collègues, avec leur futur antérieur qu'ils ont exploré conceptuellement, c'est-à-dire en s'ancrant, en allant regarder dans le passé, et donc avec une perspective patrimoniale pour pouvoir penser le futur, la prospective. Mais je laisserai répondre par eux-mêmes sur cette question-là, mais c'est vraiment, ils ont vraiment développé ça énormément dans leur laboratoire et par leurs travaux. Donc, réponse personnelle, je crois que c'est... là, je fais référence à Jean-Claude Forquin, qui est un sociologue du curriculum, et qui dit, voilà, il y a deux légitimités en concurrence à l'école. La légitimité patrimoniale, c'est-à-dire qu'est-ce que je transmets comme bagage culturel d'une génération à une autre. Une légitimité sociale, c'est qu'est-ce que je donne comme outil pour penser le monde contemporain et le futur. Donc il y a les deux légitimités. Alors elles sont en concurrence dans le temps de l'histoire de l'éducation. C'est jamais simple. Il y a des équilibres à trouver, mais les deux sont indispensables selon moi. Alors, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure, parce que vous êtes en littérature, par exemple. Je ne retrouve pas tout de suite. L'auteur de Paul et Virginie, par exemple. Voilà. Tout à fait. Eh bien, dans son roman, en fait, il étudiait l'idée d'empreinte écologique avec ses mots à lui. C'est-à-dire combien faut-il, c'était la grande question de l'époque, mais ça c'est un collègue de lettres qui m'a appris ça, c'est pas moi, combien faut-il d'espace territorial pour être autonome et recycler mes déchets? C'est la grande question de Paul et Virginie lorsqu'ils veulent devenir autonomes. Mais c'est un moyen de travailler la capacité de charge des écosystèmes, etc. En fait, c'était pas avec ces mots-là parce que ça n'existait pas. Mais donc il y a dans la littérature, et puis surtout, il faut mobiliser aussi beaucoup la littérature de science-fiction qui nous a déjà dit, exploré quasiment tous les avenirs possibles. Et ce que l'on vit a déjà été écrit il y a fort longtemps par des auteurs de science-fiction, en fait. Merci, malheureusement. Ah, vous vouliez répondre? Allez, pardon. Ça marche mieux, oui. Alors, juste, c'était pour... effectivement, sur le, peut-être qu'on a trop insisté sur ces projections dans le futur, mais ce modèle d'arpentage du temps, il est intéressant parce qu'il provoque des écarts, y compris avec des ressources qu'on va mobiliser dans le passé. C'est-à-dire on n'est pas sur une forme de présentisme permanent. Au contraire, on élargit les fenêtres et en disant le futur c'est bien, mais le passé aussi. Ça va être intéressant d'aller chercher, de comprendre des trajectoires. Donc on est plutôt peut-être sur des éléments de trajectoire. Donc on va peut-être revenir à des géographes comme Augustin Berg, sur des histoires d'écoumènes, des histoires de trajectoires, de médiance. Et on voit que ça, c'est des positions infiniment culturelles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas que dans le champ des scientifiques, en tout cas. Et en tout cas, il ne faut pas leur laisser à eux seuls. Et donc, il faut co-construire ensemble ces éléments-là. Et c'est ça, je crois, que le modèle, enfin, ou les présentations qu'on a proposées, c'est qu'il y a une volonté de faire avec les collègues des autres disciplines, mais aussi avec les autres acteurs du territoire et avec les élèves. Alors oui, c'est un saut dans le vide, mais c'est la seule solution qu'on a, de toute façon, c'est de sauter dans le vide, à chaque pas. Et on va apprendre ensemble, collectivement, à sauter dans le vide, au moins à chaque pas.